Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dossiers de l'espace. Cette semaine, on continue notre tour des moyens de propulsion spatiaux. Sauf que cette fois-ci, on va s'aventurer du côté de technologies qui ne sont pas encore mises en œuvre. Très rapidement, après la maîtrise de l'énergie nucléaire, on a commencé à réfléchir à ses applications dans le domaine spatial. Il faut dire que le nucléaire présente toutes les qualités d'une solution idéale pour la propulsion spatiale. Une forte puissance, disponible pendant de grandes durées, le tout dans un volume et une masse contenue. C'est en 1906 que le très prolifique Robert Goddard imagine en premier d'utiliser l'énergie nucléaire pour la propulsion spatiale. Il ne s'agit pas encore de faire appel à la fission nucléaire. Cette dernière ne sera théorisée que 32 ans plus tard. Mais déjà, la radioactivité intrigue, et ses propriétés sont étudiées par Goddard à des fins de propulsion spatiale. Il notera, à raison, que la radioactivité du radium est insuffisante pour pouvoir en faire une source de propulsion. Dès 1912, l'ingénieur français Robert Esnault-Peltière est convaincu que l'énergie nucléaire est la clé pour le vol spatial. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, et peu après, on fait la démonstration qu'il est possible de maîtriser les forces monumentales à l'œuvre dans les noyaux atomiques. L'humanité rentre dans l'ère nucléaire, et certains pays, la France en particulier, ne jurent plus que par elle. Le domaine spatial suit de très près, avec l'invention en 1954 des RTG, l'acronyme anglais de générateurs thermoélectriques à radioisotope. On en a déjà souvent parlé sur cette chaîne, il s'agit d'appareils qui exploitent la différence de température entre un matériau radioactif et le vide, pour créer de l'électricité. Avec quelques kilogrammes de plutonium, il est ainsi possible de disposer d'une source d'électricité de plusieurs centaines de watts, voire de quelques kilowatts pendant des années. Le premier de ces dispositifs a été envoyé dans l'espace en 1961, à bord d'un satellite militaire américain. Il emportait avec lui 96 grammes de plutonium-238. Les RTG sont encore très utilisés de nos jours et représentent la solution préférée pour alimenter en électricité les sondes qui partent à l'exploration du système solaire externe. Toujours dans les années 60, les États-Unis ont procédé au lancement d'un réacteur nucléaire opérationnel dans l'espace. Il s'agit encore à ce jour du seul appareil de ce type mis en orbite par les USA. SNAP 10A a été lancé en 1965. Il embarquait un réacteur nucléaire ultra compact de moins de 40 cm de long. Ce dernier était en théorie capable de produire une puissance thermique de 30 kW. Il a pu fonctionner pendant 43 jours en délivrant une puissance électrique de 500 watts avant qu'une défaillance électrique le mette hors d'usage. L'URSS de son côté a mené des expériences bien plus nombreuses avec des réacteurs nucléaires en orbite. La trentaine de satellites de reconnaissance de la série Rorsat, lancés entre 1967 et 1988, étaient tous alimentés par de petits réacteurs à fission nucléaire. Ces derniers étaient des réacteurs à neutrons rapides. Ils embarquaient 30 kg d'uranium enrichi à plus de 90%. Ils étaient capables de produire une puissance thermique de 100 kW. Mais dû à la faible efficacité des convertisseurs thermoélectriques utilisés, cela se traduisait seulement par 3 kW de puissance électrique disponible. Afin de parer à ce problème de la conversion d'énergie thermique en énergie électrique dans l'espace, l'URSS lança en 1987 les satellites de surveillance Cosmos 1818 et Cosmos 1867. Ils étaient équipés du réacteur nucléaire Topaz 1. Ce dernier utilisait un convertisseur thermo-ionique pour convertir la chaleur produite par le réacteur nucléaire en électricité. La méthode, plus efficace, a permis à ces satellites de bénéficier d'une source d'électricité de 5 kW. Depuis la dissolution de l'URSS et la fin de la guerre froide, aucun réacteur nucléaire supplémentaire n'a été lancé dans l'espace. Comme vous pouvez le voir, l'énergie nucléaire a pour le moment été utilisée par le secteur spatial à des fins d'alimentation électrique. Pourtant, ce qui rend l'énergie nucléaire vraiment intéressante, c'est le potentiel qu'elle détient pour la propulsion. Dans ce cas de figure, il y a deux voies possibles. Soit on utilise l'énergie d'un réacteur nucléaire pour alimenter un système de propulsion électrique avec une forte puissance,
soit on se sert directement de l'énergie thermique produite par les réactions nucléaires pour propulser l'engin spatial. On a parlé la semaine dernière dans les dossiers de l'espace de la propulsion électrique. Cette dernière s'avère très efficace mais souffre de l'absence d'une source d'électricité puissante dans l'espace. L'énergie nucléaire pourrait résoudre ce problème. Encore faut-il pouvoir lancer dans l'espace des réacteurs nucléaires assez puissants. On l'a dit, un des problèmes majeurs du nucléaire spatial à des fins électriques reste la conversion de l'énergie thermique produite en énergie électrique. Sur Terre, on fait appel à des turbines à vapeur, très efficaces. Mais ces systèmes sont imposants et pourraient ne pas fonctionner en 0G. En utilisant des couples thermoélectriques ou thermoioniques, il faut donc produire une très grande quantité de chaleur pour obtenir un peu d'électricité. Chaleur qu'il faut ensuite pouvoir dissiper, ce qui engendre de nouveaux problèmes de conception. Afin d'augmenter le ratio d'énergie thermique convertie en énergie électrique, une des solutions pourrait être de faire appel à des moteurs Stirling. En effet, ils exploitent une différence de chaleur pour produire un mouvement mécanique qui peut ensuite être exploité pour produire de l'électricité. La NASA développe actuellement un RTG avec une conversion thermoélectrique via des moteurs Stirling. Les premiers prototypes permettent d'obtenir une puissance électrique 4 fois supérieure pour la même quantité de plutonium par rapport au RTG classique. Si le même principe était appliqué aux réacteurs nucléaires lancés par l'URSS, les 100 kW d'énergie thermique générée pourraient fournir 15 à 20 kW d'énergie électrique. Et là, on commence à parler d'échelles intéressantes pour la propulsion électrique. Idéalement, il faudrait pouvoir atteindre des puissances de plusieurs mégawatts pour pouvoir profiter de tous les avantages d'un propulseur électrique à forte puissance. On pense par exemple à VASI-MR qui promet de mettre Mars à 39 jours de voyage dans ces conditions. Impossible sans un vaste effort de recherche et développement. Mais le nucléaire dans l'espace, ce n'est pas que la production d'électricité. Il est possible d'utiliser l'énergie des atomes directement dans un propulseur. Le programme le plus abouti de recherche dans ce sens a fait l'objet du premier dossier de l'espace sur cette chaîne. C'est bien sûr le moteur Nerva. Celui-ci a été développé dans les années 60 et 70 par la NASA. Il offrait une impulsion spécifique de 800 à 900 secondes, couplée à une puissance proche de celle des moteurs chimiques. C'est ce qu'on appelle la propulsion nucléothermique. Le principe est relativement simple. Des réactions contrôlées de fission nucléaire permettent de porter un réacteur à très haute température. Si vous avez suivi les autres dossiers de l'espace consacrés à la propulsion spatiale, vous savez ce qui se passe quand on associe un gaz, des fortes températures dans un endroit confiné, et une tuyère. Le gaz se détend sous la chaleur, et en s'échappant par la tuyère, il fournit une poussée. La recherche sur les moteurs thermoélectriques se poursuit tout doucement. On avait parlé dans l'épisode 19 de DNDE d'un projet de recherche de la NASA qui va dans ce sens. Mais comme pour tout ce qui touche au nucléaire, sans une volonté politique forte, on en restera probablement au stade des expériences et des prototypes. Enfin, impossible de parler du nucléaire spatial sans parler du projet Orion. Si vous trouvez ça trop dangereux de faire appel à un réacteur nucléaire dans votre vaisseau spatial, alors accrochez-vous. Le projet Orion a été développé au cours des années 40, 50 et 60 par quelques physiciens de renom dont Freeman Dyson, dont on a souvent parlé sur cette chaîne. Il repose sur ce qu'on appelle la propulsion nucléaire pulsée. C'est une manière poétique de dire que vous allez faire péter des charges nucléaires à quelques dizaines de mètres derrière votre vaisseau et que vous laissez les ondes de choc vous accélérer. Alors oui, ça paraît complètement délirant dit comme ça. Mais dans les modèles théoriques, cela reste une méthode de propulsion très efficace, avec des impulsions spécifiques qui peuvent aller chercher dans les quelques milliers de secondes. Le projet prit fin suite au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963. Et cela résume bien le dilemme de l'énergie nucléaire dans l'espace. Les bénéfices sont énormes, mais les risques aussi. Il est possible de diminuer le facteur risque en faisant appel à de petites quantités de matériaux radioactifs et en les protégeant suffisamment lors de la phase de lancement. C'est la solution généralement choisie pour les RTG. Mais pour les applications à forte puissance, il paraît impossible de construire un réacteur ou un propulseur qui soit assez compact pour tenir sous un blindage qui résisterait en cas d'explosion.
Alors bien sûr, on peut faire le pari d'attendre la maîtrise et la miniaturisation de l'énergie de fusion nucléaire. Celle-ci serait plus propre et donc moins risquée pour notre environnement. Mais là encore, ce n'est jamais que déplacer le problème. Pour lancer une réaction de fusion nucléaire, il faut déjà des quantités astronomiques d'énergie. Faudrait-il alors lancer des réacteurs à fission pour fournir l'énergie nécessaire pour démarrer la fusion ? On en revient au même problème de départ. L'énergie nucléaire semble à la fois incontournable et trop dangereuse pour notre avenir spatial. C'est bien pour cette raison que les initiatives dans ce secteur sont au point mort depuis une 50aine d'années. Quand on retourne le problème dans tous les sens, il semble pourtant qu'il n'y ait pas vraiment d'autre choix. Si on veut réellement s'ouvrir les portes du système solaire, le nucléaire spatial est quasiment la seule issue. On se prend donc à espérer que des ingénieurs talentueux parviendront un jour à proposer une solution qui nous offre la puissance de l'énergie nucléaire sans les risques associés. Voilà, on arrive déjà au bout de ce dossier de l'espace consacré à l'énergie et à la propulsion nucléaire. Je vous dirige vers les commentaires pour tout ce qui est questions et observations. La plus grande partie de cette vidéo a été écrite grâce au livre Nuclear Space Power and Propulsion System, publié par l'IAA, l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, en 2008. Je vous mets un lien dans la description. Je souhaite également remercier les tipeurs qui nous permettent de créer de plus en plus de contenu. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.